Bonjour, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. On continue avec la suite du vidéo dans lequel j'ai parlé du devis longitudinal. Et maintenant, on va parler de la régression multiple. Alors, si le but du devis longitudinal, c'était d'utiliser des données corrélationnelles pour essayer d'avoir une idée de la précédence temporelle possible d'un effet d'une variable sur un autre dans le temps, okay? Ici, le but de la régression multiple, c'est d'essayer de contrôler la validité interne d'une étude le plus possible. Okay? De contrôler des troisièmes variables. Et souvenez-vous, tout ceci fit dans un contexte plus large où est-ce qu'on étudie des relations entre des variables qu'on ne pourrait pas étudier expérimentalement à l'aide d'une étude expérimentale parce que ça ne serait pas éthique de le faire. Alors, on est pris avec simplement des mesures, on ne peut pas manipuler. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut faire des études corrélationnelles, simplement qui mesurent, mais essayer de dire quelque chose sur la causalité puis la précédence temporelle. Puis on a vu oui pour la précédence temporelle, avec le devis longitudinal puis les corrélations croisées. Et ici, on va dire oui, au niveau de la validité interne, on peut grandement augmenter la validité interne. Et donc inférer la causalité à l'aide d'une technique qui s'appelle la régression multiple. Donc, on va commencer avec un exemple. Une étude de Chandra et ses collaborateurs qui suggère que le risque de grossesse est plus élevé chez des adolescents qui consomment beaucoup de contenu médiatique sexualisé. Donc, pensez à dans le fond, des émissions, des émissions, des téléséries, des web-séries, avec beaucoup de contenu sexuel dedans. Ce qui ne veut pas dire de la pornographie, là, mais tout autre contenu médiatique, comparativement à ceux qui consomment moins ce type de contenu. Okay? Donc, Chandra et ses collaborateurs ont fait une étude avec à peu près 1400 participants. Okay? La façon dont ils s'y sont pris, pour faire une histoire simple, ils avaient une idée, ils avaient auparavant fait un genre de recherche sur les programmes les plus populaires chez les adolescents, les séries les plus populaires. Et donc, ils avaient identifié 23 séries et ils demandaient aux adolescents de dire lesquelles de ces séries ils regardaient le plus, et ainsi de suite. Et ensuite, pour chacune de ces séries, il y avait des observateurs qui ont regardé 14 épisodes aléatoires pour chacune des séries identifiées par les participants. Et dans ces 14 épisodes-là, ils comptaient le nombre de références sexuelles, le nombre de scènes à caractère sexuel, le nombre de fois où il y avait du discours à nature sexuelle, et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est comme ça qu'ils mesuraient le contenu médiatique sexualisé, plus ou moins sexualisé. Okay? Pour le risque de grossesse, il revenait quelques années plus tard et il demandait aux participants, avez-vous déjà, pour les garçons, il leur demandait, avez-vous déjà soit causé une grossesse chez votre partenaire ou chez une fille, et pour les filles, il leur demandait, avez-vous déjà vécu une grossesse. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une étude qui tente de faire un lien. Ce qui nous intéresse encore une fois vraiment, c'est un lien causal ici. C'est ce qu'on veut savoir, c'est au niveau causal. Est-ce que le fait de regarder du contenu médiatique sexualisé, ça cause le fait qu'on vit des grossesses plus rapidement dans sa vie en tant qu'adolescent, par exemple? Évidemment, encore une fois, on est pris ici avec un cas où on ne voudrait certainement pas tester ça de manière expérimentale. On ne voudrait pas dire, OK, deux groupes d'adolescentes, par exemple, vous allez regarder du contenu sexuel, vous n'allez pas regarder, puis là, on va voir si vous tombez plus enceinte. Ça ne serait pas éthique de faire ça. Donc, il faut s'y prendre d'une autre manière. Bon, on repense à nos 3 critères de causalité. La première est la covariation. Est-ce que cette étude-là démontre la covariation? Oui, certainement. Parce qu'elle a remarqué que le risque de grossesse était plus fort. Il y avait plus d'adolescents et d'adolescentes qui avaient causé ou vécu des grossesses parmi ceux qui avaient regardé beaucoup de contenu médiatique sexualisé que ceux qui en avaient pas beaucoup regardé.
Donc, covariation, oui, il y a une corrélation là, elle est présente. Deuxième critère, la précédence temporelle, qu'en est-il? Ben, selon les auteurs, et ça fait du sens, ce critère-là serait respecté. Okay? Parce qu'il y a une période de 3 ans, ce que je ne vous ai pas dit, je vous ai juste dit qu'il revenait plus tard pour mesurer la grossesse, mais il y a une période de 3 ans qui sépare les mesures de consommation de contenu médiatique sexualisé et les questions par rapport à si la personne a vécu une grossesse ou causé une grossesse ou est présentement même enceinte. Okay? Donc vous avez 3 ans là, qui séparent les deux mesures. Fait que la précédence temporelle, elle est pas mal incluse par défaut dans l'étude. Il serait très difficile d'affirmer que mais on ne sait pas si c'est le fait de vivre une grossesse en 2019 qui cause que tu vas regarder des émissions sexuelles en 2016, ça fait aucun sens. Okay? Et donc la précédence temporelle elle est logiquement inévitable ici. Okay? Ce qui laisse la troisième question, la validité interne. Qu'en est-il de la validité interne? Est-ce qu'il pourrait y avoir une troisième variable ou même plusieurs troisièmes variables qui pourraient expliquer cette relation-là? Okay? Qu'est-ce que Chandra et ses collaborateurs ont fait pour ça? Ben, 2 exemples de troisième variable. Ça pourrait simplement être l'âge des adolescents. Okay? Les adolescents plus âgés pourraient, 1, consommer plus de contenu sexualisé que les autres, et 2, à cause qu'ils sont plus âgés, ils sont probablement plus sexuellement actifs que les autres. Okay? Comme une jeune femme de 17 ans consomme probablement plus de contenu sexualisé et est probablement plus sexuellement active qu'une jeune demoiselle de 14 ans, par exemple, évidemment. Donc, ou du moins, on l'espérait. Et donc, ça pourrait simplement être l'âge qui fait que les gens qui consomment plus de contenu sexualisé, médiatique sexualisé, ont tendance 3 ans plus tard à être plus enceintes. C'est comme logique, tu sais. Ça pourrait être aussi le style parental pour être une troisième variable. Les parents très stricts, les enfants qui ont les adolescents qui ont des parents très stricts, ces parents-là pourraient, 1, surveiller la consommation de contenu sexualisé chez les adolescents et en plus limiter leur comportement sexuel. Empêcher, par exemple, à leur fille d'avoir des chums ou empêcher leur garçon d'avoir des blondes. Tu sais, c'est comme... ça pourrait très facilement être une troisième variable qui pourrait expliquer ça. Alors, qu'en est-il? Est-ce que Chandra et Al, les collaborateurs plutôt, ont contrôlé pour tout ça? Ben, ils ont utilisé une stratégie qu'on appelle la régression multiple et dont on va parler. Donc, cette stratégie de régression multiple qu'ils ont utilisée, elle consiste... en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous aide à éliminer des troisièmes variables potentielles, ce qui augmente la validité interne. Et des exemples de variables qui ont été incluses dans les travaux de Chandra et collaborateurs sont le montant d'heures total dévoué à la consommation de contenu médiatique en général, l'âge, la performance académique sous forme de notes, le statut familial, est-ce que les adolescentes qu'on a questionnés, est-ce qu'ils vivent avec un parent, 2 parents, et ainsi de suite. Et leur but était de tester les relations entre toutes ces variables. Entre la probabilité de vivre une grossesse, entre le montant de consommation de contenu médiatique sexualisé, qui étaient vraiment les 2 variables là, qui nous intéressaient, mais aussi ces 2 variables-là avec tout ceux-là ici, là, le montant d'heures en général que tu regardes des contenus, l'âge, la performance académique, le statut familial et d'autres aussi. Donc, on va regarder les corrélations entre tout ça. Ce qui veut dire qu'on parle ici d'une étude corrélationnelle encore, parce qu'on manipule absolument rien. Là. On fait juste mesurer. C'est corrélationnel, mais c'est corrélationnel multivarié. Okay? N'oubliez pas, si on fait une corrélation entre juste 2 variables, on parle d'une étude corrélationnelle bivariée. Et ici, c'est multivarié.
Et donc, en quoi consiste exactement une régression multiple? Bien, la régression multiple consiste à évaluer si la relation entre deux variables, ici les deux qui nous intéressent, la consommation de contenu sexualisé et le risque de grossesse 3 ans plus tard, si cette relation-là, si elle est maintenue, parce qu'on a vu qu'il y en a une, mais est-ce qu'elle est maintenue lorsqu'on contrôle pour une troisième variable, comme par exemple l'âge? Ce concept de contrôler pour une troisième variable, ça revient essentiellement à dire, est-ce que la corrélation est encore là quand on décompose une troisième variable en sous-groupe, quand on décompose la corrélation en sous-groupe? Exemple, prenons l'âge. Okay? On voit une corrélation entre la consommation de contenu sexualisé et la probabilité de grossesse. Bon, elle est présente. Mais est-ce qu'elle est maintenue lorsqu'on contrôle pour l'âge? Ça voudrait dire ça. Ça veut dire la même chose que demander, OK, cette corrélation-là, est-ce qu'elle est présente chez les 20 ans? Oui. OK. Est-ce qu'elle est présente chez les 18 ans? Oui, ok. Est-ce qu'elle est présente chez les 16 ans? Oui, ok. Et on pourrait 15 ans, 14 ans, et ainsi de suite. Ok? C'est ça qu'on veut dire. Si on trouve qu'elle n'est pas présente chez certains groupes d'âge et est présente chez d'autres groupes d'âge, ben, ça veut dire que y a une différence entre les âges ici. Là, et que l'âge pourrait expliquer mieux la relation. On va le voir dans un exemple, en fait. C'est un peu dur à expliquer en mots, là, mais on va le voir avec un exemple visuel. Autrement dit, ce qu'on se demande, c'est si la relation bivariée est maintenue à tous les niveaux d'une troisième variable, comme l'âge. Okay? Alors, exemple. Ici, vous voyez un tableau, un graphique plutôt, avec deux axes, évidemment. L'axe des X représente la consommation de contenu sexualisé. Il va de faible à élevé. L'axe des Y représente le risque de grossesse 3 ans plus tard. Il va de faible à élevé. Vous voyez un paquet de points représentés par des chiffres. Ces chiffres sont soit 16, 18 ou 20. Ça, c'est les âges des personnes et les âges des individus. Lorsqu'on a pris la deuxième mesure, en fait. Donc, vous avez les individus de 16 ans, les individus de 18 ans et les individus de 20 ans. OK? En fait, l'âge pourrait être soit qu'on a pris la première mesure ou la deuxième ou le risque de grossesse. Là. C'est pas important vraiment. Puis je sais pas c'est quoi la réponse à ça, mais c'est pas important pour notre argument. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui sont plus vieux puis des gens qui sont plus jeunes. Okay? Et donc, vous voyez le nuage de points. Donc, si ces âges-là, si on ne tenait pas en compte ces âges-là, si ces chiffres-là étaient juste des points, on verrait un joli nuage de points qui a l'air assez positif. Ne trouvez-vous pas? Il a l'air... ça a l'air, on pourrait faire passer une droite, là. Oui, mon truc, en plein pas mal au milieu ici. Là. Ça a l'air que ça serait assez positif. Bon. Le tableau à droite, donc, montre une corrélation positive entre la consommation de contenu sexualisé et le risque de grossesse. Une des choses qu'on voit aussi, c'est que les adolescents-adolescentes de 20 ans sont plus sexuellement actifs que les adolescents-adolescentes de 16 ans. Donc, il y a plus de 20 ici, là, dans élevé, pas mal, que de 16 qui sont plus bas ici. Là. OK? Mais là, ce que j'essaie de vous demander de faire, c'est essayer de vous imaginer que vous visualisez uniquement un âge à la fois. Lorsqu'on considère uniquement les points roses, les 16 ans, ou les points bleus, les 18 ans, ou les points comme jaune-orange, 20 ans. Ce qu'on se rend compte, c'est que la corrélation positive entre les deux variables est toujours présente à l'intérieur de chacun de ces trois groupes. Donc, si on pouvait juste isoler les 16, là, essayez de juste isoler les 16, vous voyez, il y a quand même une droite là, qui semble passer en plein entre les 16. Donc, la corrélation positive entre le risque de grossesse et la consommation de contenu sexualisé, elle serait présente là, et positive chez les 16. Si on essayait d'isoler juste les 18, qu'on verrait, c'est qu'il y aurait aussi une droite qui passerait à travers les 18. C'est plate que j'ai pas mis la droite, là, mais on peut l'imaginer. Et même chose chez les 20.
Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que notre corrélation, elle est présente chez les 16 ans. Elle est présente chez les 18 ans. Elle est présente chez les 20 ans. On dirait alors que la corrélation, elle est maintenue même si on contrôle pour l'âge. Donc, l'âge n'est pas une troisième variable qui peut expliquer la corrélation entre nos deux variables. La corrélation entre nos deux variables, elle est présente peu importe l'âge des personnes. Donc, on va dire que ce n'est pas une troisième variable qui peut expliquer la corrélation entre nos deux variables. Voici un exemple où on a l'inverse. Alors, vous avez le même graphique avec les 16, 18, 20 ans, et j'ai changé les points, les données. Hein? Et on note que la relation entre la consommation de contenu sexualisé et le risque de grossesse est toujours présente et positif. Quand on voit un beau nuage de points ici là, qui a l'air très positif. Là. Okay. Mais là, si je vous demande uniquement de visualiser les 16, les 18 et les 20, okay, qui est plus facile à voir que tantôt, c'est que la relation n'est plus... La corrélation entre ces deux variables-là, consommation de contenu sexualisé et risque de grossesse, elle a l'air plus vraiment présente chez les 16 ans, ni chez les 18 ans, et chez les 20 ans, c'est à voir. Peut-être pas. Ça a l'air vraiment plus d'être des nuages de... Si vous pensez juste à 16, là, c'est simplement un nuage de points qui a aucune... En fait, ça serait une ligne droite, là, comme ça, qui passerait dedans. Là. Probablement une corrélation de 0 ici. Probablement une corrélation proche de 0 ici aussi. Puis pour les 20 ans, probablement aussi une corrélation proche de 0. Autrement dit, la relation entre la consommation de contenu sexualisé et le risque de grossesse ne tient plus lorsqu'on contrôle pour l'âge. Lorsque tout le monde a le même âge, 16 ans, ou 18 ans, ou 20 ans, dans ces trois cas-là, la relation ne tient plus. Donc ça suggère que l'âge était une troisième variable qui était responsable pour la corrélation observée entre la consommation de contenu sexualisé et le risque de grossesse. Ce que ça suggère, c'est que la corrélation entre les deux variables, elle est vraiment le produit de l'âge. Simplement, les 20 ans regardent plus de contenu sexualisé, puis ils ont plus de relations sexuelles. Donc, il y a plus de chances de tomber enceinte. C'est juste ça. Les 18 ans regardent plus de contenu et ont plus de chances de tomber enceinte que les 16 ans. Mais un peu moins que les 20 ans. Mais c'est pas à cause qu'il y a une relation entre la consommation de contenu sexualisé et le risque de grossesse que l'une cause l'autre. C'est juste, c'est l'âge. C'est tout. Okay? Donc, en d'autres mots, puis on peut comparer ça au nuage de tantôt. En d'autres mots, là, quand on a séparé en âge puis qu'on voyait que la relation entre les deux variables était encore présente dans les trois groupes d'âge, on disait, la corrélation est maintenue quand on contrôle pour l'âge. Donc, l'âge n'est pas une troisième variable. Mais ici, on voit l'inverse. On voit que la corrélation ne tient plus dans chacun des groupes d'âge. Et donc, il y a une troisième variable ici qui est l'âge, qui explique probablement la corrélation qu'on a vue, ce qui rend fort improbable la possibilité que ce qu'on a trouvé, c'est un lien causal entre la consommation de contenu sexualisé et le risque de grossesse. Ce qu'on a trouvé, dans le fond, c'est que la consommation de contenu sexualisé et le risque de grossesse dépendent de l'âge des personnes. Plus vieux t'es, plus tu consommes de contenu sexualisé et plus tu as de chances de tomber enceinte. Ce qui fait énormément de sens. Mais il n'y a aucun lien entre la consommation de contenu sexualisé ne cause pas une augmentation dans le risque de grossesse. Donc ça, c'est juste un exemple avec l'âge. Okay? Mais Chandra et ses collaborateurs ont fait ça pour un paquet de variables. Par exemple, la situation parentale. Est-ce que tu vis avec deux parents? Est-ce que tu vis avec un seul parent, ton père, un seul parent, ta mère? Même, est-ce que tu vis avec aucun de tes deux parents? Tu vis plutôt avec un autre membre de la famille? Donc, il y a façon de diviser les participants dans tous ces groupes-là, puis dire, est-ce que la corrélation tient pour ceux qui vivent avec deux parents? Est-ce que la corrélation tient encore pour ceux qui vivent avec un parent, père, un parent, mère?
Et on fait ça pour ceux qui regardent le montant de contenu qu'ils regardent en général. Pas juste le contenu sexualisé, mais tout le contenu. Okay? Est-ce que ceux qui regardent, ils ont divisé les gens, par exemple, en ceux qui regardaient très peu de téléséries en général, moyennement, puis beaucoup. Puis ça peut être mieux catégorisé que ça, là, mais pour les besoins de la cause, je fais ça en 3 catégories. Et est-ce que la corrélation tient ou est-ce qu'elle ne tient pas quand on divise les gens comme ça? Et ça, c'est faire de la régression multiple. C'est aussi simple que ça sur papier de même. En termes de statistiques, vous allez peut-être voir ça dans un cours de statistiques avancées. Ça devient un peu plus compliqué, évidemment, parce qu'il y a des statistiques à faire. Mais c'est simplement la logique de ça. C'est de voir si la corrélation tient lorsqu'on divise, lorsqu'on l'observe dans plusieurs sous-groupes d'une troisième variable qui est ici à tel âge. Je vous laisse là-dessus. Ciao!